tous, salut Karzi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors j'ai changé 2-3 trucs sur mon setup. Salut Claire. À voir si vous m'entendez bien toujours, si ça a pas, si rien n'a trop changé. Parfait, on m'entend bien, c'est parfait, c'est parfait. Bon alors, beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé ce week-end. Bon, c'est toujours bien, les lundis en général c'est bien, il y a beaucoup de sujets à aborder. On va se parler principalement de foot, on va se parler de vélo évidemment, vu que ça a été le départ du Tour de France et qu'on a eu 2 victoires françaises, donc ça c'était en tout cas inattendu d'en faire 2. Après, évidemment, on s'attendait à ce que les Français essaient de se montrer très très tôt dans ce Tour de France, mais on s'attendait pas forcément à faire 2 sur 2 en termes de victoire. Et puis on a déjà eu 2-3 informations sur qui sont les costauds de cet exercice, et surtout qui ne le sont pas, parce que ceux qui le sont, on s'y attendait, mais il y en a certains déjà qui ont montré des signes de faiblesse. Donc on va se parler donc de foot, de vélo, on va se parler de Formule 1 aussi, avec le Grand Prix d'Autriche qui s'est déroulé, et avec pas mal de retournements de situation. Donc c'était un Grand Prix, j'ai envie de dire, encore intéressant, vu que depuis quelques mois, c'est le cas. Donc c'est plutôt cool. Un petit mot d'athlétisme, vu qu'il y avait les championnats de France d'athlétisme, et que en fait il y avait quand même pas mal d'attentes sur ces championnats de France, puisque par exemple, alors évidemment le gros sujet c'était Renaud Lavillenie qui devait, c'était la dernière chance pour lui de faire les minima olympiques, chose qu'il n'a pas su faire. Et il y avait un deuxième élément qui était important, c'est que sur pas mal de disciplines, comme il y avait plusieurs athlètes qui avaient réussi les minima olympiques, et donc il y avait plus d'athlètes que de slots prévus pour les Jeux Olympiques, la Fédération française d'athlétisme avait décrété que dans ce cas-là, le juge de paix, entre guillemets, serait les championnats de France. Et donc par exemple, Gabriel Thual, qui avait fait les minima olympiques et qui était champion d'Europe en titre depuis les championnats d'Europe à Rome, il y a un peu plus d'un mois, n'était pas qualifié pour les JO. Il fallait, par exemple, pour lui, qu'il finisse dans les 3 premiers de sa catégorie. Et c'était pas le seul. Il y avait aussi la même chose sur le 3000 mètres steeple. Donc voilà. Donc il y avait des enjeux, je cherchais le terme, il y avait des gros enjeux sur ces championnats de France. Et si on a le temps, on pourra se parler de Wimbledon aussi, puisque ça va être le début de Wimbledon aujourd'hui. Donc voilà, faire un petit tour d'horizon des favoris, pareil, on les connaît globalement, mais voilà, présenter un petit peu les forces en présence avant le début du premier tour qui est aujourd'hui. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Yes, on va pouvoir démarrer. Tac, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Et ça, je vais pouvoir le mettre comme ça maintenant. Et c'est parti. Tac. Et donc on commence avec le football. On commence avec le foot et avec l'Espagne. Donc l'Espagne qui s'est qualifiée pour les quarts de finale, au même titre que l'Angleterre. Alors par contre avec des matchs qui sont totalement différents. On va commencer par l'Espagne, qui a joué hier soir à 21h et qui a disposé, j'ai envie de dire, facilement de la Géorgie. Alors sur le papier, on pouvait se dire que c'était un match plutôt facile. Dans la réalité, ça l'a pas été tant que ça, parce que la Géorgie a apporté quand même pas mal de fil à retordre à l'Espagne. Est-ce que j'ai le... Oui, j'ai le film. Tac. Donc l'Espagne qui par contre avait
l'Espagne avait pas fait les choses à moitié, avait respecté évidemment son adversaire. Donc on avait une compo de titulaires clairement au niveau de l'Espagne. Et alors, donc victoire 4-1 de l'Espagne, mais faut pas se dire que ça a été une promenade de santé, puisque déjà c'est la Géorgie qui a ouvert le score. Alors contre le cours du jeu, parce que l'Espagne en tout cas a dominé la partie de bout en bout. Problème, j'ai envie de dire, de finition, parce qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et pour autant, ça n'a pas forcément suivi. En tout cas en première mi-temps, ça a été très très compliqué. Le but de la Géorgie, évidemment, n'a rien arrangé, puisque la Géorgie a pu se replier et vraiment jouer qu'en contre. Et quand on revoit, on la remonte, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, quand on revoit l'attaque de la Géorgie, Kvara et Mikotadze, c'est vraiment du niveau, en tout cas pour Kvara, top niveau mondial, et pour Mikotadze, en tout cas, en devenir, mais ça reste quand même très très solide. Donc c'est vrai que si on regarde le match à la 20e, 30e minute, on peut se dire que ça peut mal tourner pour l'Espagne, parce qu'ils n'arrivent pas à marquer, parce que la Géorgie n'a pas beaucoup le ballon, mais en contre, ils sont très dangereux. Donc on peut se dire qu'il y a un monde où ça tourne mal. Là où les Espagnols ont montré de la force et qu'ils n'avaient pas montré jusque-là parce qu'ils n'avaient pas été, obligés de montrer ça, c'est qu'ils n'ont pas paniqué en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est dit l'Espagne déjoue. C'est-à-dire que même à 0-1, même lorsque la Géorgie a une balle pour faire le 2-0, ça panique pas. Ça panique pas du tout en fait. Un petit peu la même sensation que quand on regardait cette saison le Real jouer, c'est-à-dire en fait oui on a pris un but, oui c'est compliqué, mais on va pas paniquer parce qu'on est sûr de nos forces et ça va le faire. Et ça l'a fait. C'est-à-dire que égalisation de Rodri à la 39e minute, forcément à force d'occasion, alors parce que je vous parle d'occasion, mais voilà. Les stats du huitième de finale, c'est ça. C'est-à-dire que 75% de possession de balle. Alors 13 tirs cadrés à 0, puisque le seul tir cadré, le but de la Géorgie, c'est un contre son camp de Lenormand. Donc la Géorgie n'a pas cadré sur ces 4 frappes qu'ils ont eues. 35 tirs quand même. Voilà. Grosse domination. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'Espagne n'a pas paniqué, est revenue au score par Rodri, puis seconde mi-temps entamée de la même manière, et sur un coup de pied arrêté, Fabien Ruiz, qui va être à la réception, sur un retour de coup de pied arrêté, il va être à la réception d'un centre, je ne me souviens plus qui c'est qui envoie cette pépite, mais en tout cas, il n'avait plus qu'à la mettre au fond des filets au second poteau. Et par contre, ce qu'on a senti, c'est qu'au moment où il y a eu le 2-1 pour l'Espagne, derrière la Géorgie a pris un coup sur la caboche, parce qu'ils jusqu'au but de Fabien Ruiz, ils étaient dans le coup en fait. Ils se disaient, si on arrive à être solide derrière, voilà, on peut sur un contre prendre l'avantage ou tenir jusqu'en prolongation. L'espoir était là. À partir du 2-1, on a senti que la Géorgie a pris un coup sur la tête. Et vraiment, les deux ailiers, que ce soit Williams et Yamal, ont vraiment fait un très gros match. C'était incroyable. À chaque fois qu'ils avaient le ballon dans les pieds, c'était une action juste derrière. Donc, équipe d'Espagne très impressionnante, qui aura un vrai test pour les quarts de finale, vu que ça sera contre l'Allemagne, en Allemagne. Finale avant l'heure, c'est un petit peu dur de le dire avant qu'on ait vu tout le monde en tous les huitièmes de finale. Hola, qu'est-ce que bonjour Cantuche 3. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Si jamais je dis des bêtises sur le foot, n'hésite pas à me corriger. Mais en tout cas, je pense que tu seras d'accord avec moi pour me dire que l'Espagne a fait un très gros match hier soir et que c'était
C'était très costaud en tout cas. Donc oui, je disais que le gros test contre l'Allemagne, en tout cas, finale avant l'heure, en tout cas en début de compétition, si on avait dit que la finale ce serait Espagne-Allemagne, je pense que personne n'aurait été surpris. Bon là, le hasard des groupes et des classements ont fait qu'ils se croisent en quart de finale. Mais ce sera un match qui sera évidemment très intéressant à regarder, cette Espagne-Allemagne. Et donc, dans l'après-midi, avant ce match, il y avait l'Angleterre. Alors là, on voit Bellingham et Kane face à leur public en train de célébrer. Mais ils n'ont pas fait les malins contre la Slovaquie. Film du match. Voilà. Ça a été très très chaud pour l'Angleterre qui était menée jusqu'à la 95e minute de jeu. Ça a été très compliqué. Alors, évidemment, physionomie de match différente versus la Slovaquie, puisque ça a été un match beaucoup plus serré, même si évidemment on s'attendait à ce que l'Angleterre ait la possession du ballon, et l'Angleterre l'a eu. Match avec au final très très peu de frappes cadrées. Il y a eu quand même pas mal d'occasions, mais voilà, la précision n'était pas au rendez-vous. Et surtout, la Slovaquie qui fait selon moi une grosse première mi-temps. Ils font une grosse première mi-temps, ils ouvrent le score de manière plus que méritée, selon moi. Et puis derrière, ça tient, puis on se dit quand même que l'Angleterre, c'est forcé, il y a un moment donné où ils vont marquer un but, sauf que les minutes passent, et puis on sent un petit peu la même sensation que quand on a regardé les matchs de l'équipe de France, en tout cas dans cet Euro, c'est-à-dire que ils peuvent tourner autour des cages pendant 3 plombes et il n'y a pas vraiment d'occasion, et ça commence à paniquer. Et puis le chronomètre tourne, et puis comme très souvent cette saison avec le Real, et je pense que c'est pas un hasard, c'est Bellingham qui vient sauver la patrie à la 95e, donc je me souviens plus combien il y avait de temps additionnel, mais en tout cas on était au bout du match, ça c'est quasi sûr. Et Bellingham qui va venir sauver les siens. Est-ce qu'on l'a? Angleterre-Slovaquie. Est-ce qu'on a le but de Bellingham? Ça c'est le réalisateur. Ce type de Strelets, ça va la et la terrible situation. Pat, la situation que l'on voit minute à la Jude Bellingham, vous l'avez incroyable. Et ça va pouvoir revenir dans la boîte une nouvelle fois. La déviation pour chercher. Incroyable. Voilà la délivrance de Bellingham qui se permet d'égaliser sur un retourné à la 95e. Ça restera, si l'Angleterre fait un gros parcours dans cet Euro, ça restera une des images fortes. On s'en fout des commentaires. Ça restera une des images derrière la Slovaquie. Ils ont pris un coup sur la tête, et d'entrée de prolongation sur un. On le sait que c'est un attaquant qui est capable de marquer beaucoup de buts, qui depuis le début de l'Euro était pas en confiance, et délivrer son équipe comme ça en prolongation, ça peut peut-être changer la donne pour lui, donc à surveiller pour les quarts de finale. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont toujours là. Ils n'ont pas fait un super match, clairement. Ça a été compliqué pour eux. Mais bon, pour autant, ils sont toujours là. Il faut se méfier de ce genre d'équipe.
C'est-à-dire que voilà, ça passe toujours à l'arrache, mais ça passe. Donc à voir, à suivre l'Angleterre qui, en tout cas, est toujours là, à la différence de, par exemple, l'Italie, où qu'on pouvait comparer à l'Angleterre sur, on va dire, des débuts pas top au niveau des poules, mais voilà, l'Italie s'est fait sortir, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait contre la Suisse. L'Angleterre, eux, avec un adversaire peut-être un peu plus à leur portée, voilà, ils sont passés par les prolongations, mais ils sont quand même passés. Donc à suivre. À suivre. Et donc prochain match pour l'Angleterre, ce sera la Suisse. Je sais pas qui est favori de ce match. Si on regarde juste l'Euro, ils sont toujours ennuyeux à voir jouer ces Anglais, mais toujours là comme Belin. Oui, c'est ça, hein. C'est ça. Après, il n'y a que le résultat qui compte au bout d'un moment, hein. On sait de quoi on parle, hein. On a un entraîneur qui nous le martèle à chaque compétition, qu'au bout d'un moment, qu'importe la manière, ce qui est important, c'est le résultat. Surtout que les Anglais, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné de titre, donc voilà. Je pense que si on demande aux supporters anglais actuellement, ils s'en cognent un petit peu de comment ils vont gagner, mais s'ils peuvent ramener un titre, ça leur plaira bien, quoi. Ça leur plaira bien. Et donc oui, par contre, clairement sur le prochain match, Suisse-Angleterre, je suis pas persuadé que l'Angleterre soit favori. Sur le papier, bien sûr que oui, mais au vu de ce qui s'est passé sur l'Euro, on mettrait plus la Suisse. Donc après, la différence entre l'Angleterre et la Suisse, c'est que l'Angleterre a des joueurs de classe internationale, hein, que ce soit on l'a vu, hein, Bellingham et Kane, voilà, qui sont capables de retourner un match à eux deux. Donc, et ça, la Suisse, je suis pas sûr qu'ils aient ce type de joueurs-là. Ils ont une équipe cohérente, ils ont une équipe très solide. Après, ils n'ont pas ce facteur X que peuvent représenter même Bukayo Saka ou Foden. Enfin voilà. Devant, on sait que sur un éclair de génie, ces quatre-là sont capables de retourner un match. Et donc maintenant, on va se parler de la France. Et alors, du sujet qui intéresse tout le monde, dans quelle composition les Français vont jouer contre la Belgique. Ce qui a l'air de ressortir pour l'instant, c'est un espèce de 4-4-2 losange avec Griezmann en 10 et Thuram et Mbappé en pointe. Et 3 milieux de terrain derrière, Kanté, Tchouaméni, Rabiot. Et la défense qui est la même que depuis le début de la saison, enfin de la saison de l'Euro, pardon. Après, alors au niveau de la défense, bon, pas de surprise là-dessus, puisque bon, c'est globalement, s'il y a une satisfaction, elle est peut-être là, même si bon, il y a eu ce but sur penalty ce penalty concédé contre la Pologne par Upamecano. Mais si on met ça de côté, globalement, voilà, il n'y a pas trop à toucher, donc on a envie de dire les 4 de derrière, plus Kanté, voilà. Après, moi personnellement, Tchouaméni et Rabiot, bon, au bout d'un moment, il faut bien mettre des gens au milieu de terrain. Mais j'ai trouvé que. Alors, Rabiot avait fait un très très gros premier match, mais depuis, chaque ballon qui passe par lui, j'ai l'impression que le ballon il est ralenti et que dans la construction, il n'est pas. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va nous faire des décalages. J'espère qu'il me fera mentir, hein, mais. En tout cas, sur les 2 derniers matchs de l'Euro, ça a été compliqué. Griezmann en 10, ça restera l'inconnu. Hein. C'est-à-dire que est-ce que Griezmann se sera remis la tête à l'endroit ? Est-ce que cette composition-là lui permettra de mieux s'exprimer ? On sait de toute manière que si on veut que l'équipe de France se crée des occasions, elles passeront probablement par Griezmann et par un gros match de Griezmann. Et donc devant, bon, Mbappé évidemment titulaire et capitaine, et encore heureux qu'il soit titulaire. Et à côté de lui, Thuram qui
qui a une nouvelle chance de montrer ce qu'il est capable de faire en équipe de France. Je suis pas sûr qu'on ait laissé autant de chance à un attaquant récemment en tout cas, parce que ça va quand même faire beaucoup de matchs que Deschamps la ligne, et pour l'instant sélectionner Dupont pour gagner. Alors oui, Cricri, peut-être, mais je suis pas persuadé quand même. Même si c'est très très bien de taper le ballon au pied, je suis pas persuadé qu'il soit très utile. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de ballons à sortir de la mêlée, donc je suis pas persuadé. Mais on peut proposer à Deschamps. On peut proposer à Didier. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais donc pour revenir, Thuram, voilà, il a encore une nouvelle chance. Si c'est cette compo-là, on n'attendra qu'une chose, c'est qu'il nous montre ce qu'il est capable de faire. Et attention, faut pas croire, même si en Italie, à l'Inter, il fait une très très grosse saison. Voilà, moi je l'ai vu sur les matchs importants. Je n'ai pas regardé la saison d'Italie en entier, mais sur les matchs importants en Ligue des Champions, il n'a pas souvent été là, quoi. Donc ça serait bien, voilà, qu'il passe ce cap-là et qu'il devienne un buteur. Et surtout que ça serait bien, puisque dans une compo comme ça, il faut avoir un mec solide à côté d'Mbappé, en fait, un gars qui est capable de dévier des ballons, d'imposer un petit peu son physique pour libérer la profondeur pour un Mbappé. Donc si c'est cette compo-là, il faudra que Thuram soit en forme pour qu'on puisse avancer contre la Belgique. Alors après, voilà, moi je suis pas entraîneur, donc après on verra de quoi il en retourne, et est-ce que ça sera vraiment cette compo. Voilà, ça ressemblera à ça, la compo. Et si on regarde ce qui se passe en face, normalement ça devrait pas trop bouger de ce qu'on a vu auparavant pour les Belges. Lukaku en pointe, Doku et Luke Bacchio sur les côtés, et De Bruyne en 10, avec la même défense: Vertonghen, Face, Théat, Castagne, Mangala et Onana en milieu défensif. Honnêtement, y a de quoi faire mal à cette défense quand même, hein. Faut... dommage. Mais je t'ai dit, Kiki, envoie-lui un message, on sait jamais. Ouais, la défense, quelle solution en numéro 9, hormis Giroud, 38 ans, qui n'est plus l'avenir? C'est ça la vraie question. Je suis d'accord avec toi, Cantuche. Je suis d'accord avec toi. Quelle solution? Surtout que Giroud, d'après ce que j'ai compris, il a pas forcément 60 minutes, enfin en tout cas un match entier dans les jambes. Donc c'est vrai que là, par rapport à cette compo-là, si tu veux mettre deux numéros 9, t'as pas le choix. Déjà qu'Mbappé, même s'il veut jouer en pointe, c'est pas forcément un vrai numéro 9. C'est compliqué, donc effectivement t'es quasiment obligé de mettre Thuram, puisque derrière t'as quoi? T'as Colomoni, mais qui est déjà, il doit être très heureux d'être en équipe de France au vu de sa saison. Il monte pas grand chose en équipe de France, donc t'as vite fait le tour après, puisque les autres attaquants que t'as, c'est des attaquants c'est des ailiers, c'est pas des neufs. Donc ça a l'air de tourner plutôt autour de Thuram, qui sera forcément titu, et Giroud qui arrivera à la 60e pour faire 30 minutes. Mais bon, de toute manière, on ne reviendra pas dessus, mais peut-être que la solution, elle était peut-être d'embarquer d'autres personnes que Giroud ou Thuram. Enfin, en tout cas, si Thuram était dans ces compositions-là, et voilà, si Deschamps savait de toute manière que Giroud n'avait pas plus de 30 minutes, est-ce que ça valait le coup de l'embarquer? Ça aussi. Quoi qu'il en soit, là, t'es un petit peu coincé par ça, sur cette composition-là. C'est vrai que t'es quasi coincé de mettre Thuram, puisque si tu mets pas Thuram, c'est Colomani, de toute manière. Et à choisir, je préfère Thuram quand même. En tout cas, le vrai perdant de cette compo, ça reste quand même mince. Dembélé.
Dembélé qui va subir, alors, un, le changement de compo de toute manière, et deux, le fait qu'il a fait 3 matchs brouillons. On va pas dire qu'il a fait des mauvais matchs, dans le sens où on va toujours remettre sur le tapis que, mais ouais, mais il a fait des différences. C'est vrai, il a fait des différences, il a fait des retours défensifs, c'est vrai aussi. Après, je pense que Dédé a l'air d'adorer les profils grands costauds, il n'y en a pas 50 en France. Oui, voilà. C'est-à-dire que il veut mettre quelqu'un de costaud, voilà, un gars profil Giroud, à côté d'Mbappé. Je pense que, c'est ça, et quelque part, même si c'était pas la même compo, en 2018 c'était ça aussi. Hein. En 2018 c'était ça aussi, il avait mis Giroud et Mbappé, et évidemment, il a quasiment tout le temps essayé de faire ça, voilà, et je pense qu'il serait content d'avoir un Lukaku aussi pareil en équipe de France. Mais les Français, des Français qui ont ce profil-là, il y en a pas 50, et il y en aura encore moins à partir de la saison prochaine quand Giroud sera à la retraite. Donc voilà. Hop. Oui, donc le grand perdant, ça reste Dembélé quand même. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que Dembélé, ben voilà, il a fait, il a créé le penalty contre la Pologne, mais qu'est-ce qu'il a loupé en passe, qu'est-ce qu'il a loupé en centre, qu'est-ce qu'il a loupé en frappe, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait quand même beaucoup pour un joueur comme lui, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et autre chose aussi de ce que, alors attention, hein, c'est la compo de l'équipe. Je sais pas si ça sera réellement comme ça, mais ils ont l'air de dire que ce serait Tchouaméni qui serait dans l'axe sur ce milieu en losange, et Kanté sur le côté droit. On aurait peut-être pu voir Kanté dans l'axe et Tchouaméni sur le côté droit, même si je pense qu'au final ça changera pas grand-chose, et euh, que Deschamps va principalement leur demander quand même d'être solide défensivement, et qu'il n'y ait pas trop de... Comment dire, qu'il n'y ait pas trop de trous, et comme d'habitude, de rester solide défensivement. Je pense que ça va être surtout la demande première de Deschamps. Mais c'est vrai que j'aurais pu, enfin moi personnellement, après, ouais, encore une fois, je suis ni professionnel ni entraîneur. J'aurais peut-être pas vu Kanté à droite et Tchouaméni, mais plutôt l'inverse. Bon, c'est pas non plus une différence colossale. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur notre équipe de France. Ça c'était quoi? C'était l'Espagne, on peut le sortir, c'est fait. Tac. Ah oui. Tac, tac. Et maintenant on va s'intéresser aux autres événements qui se sont passés ce week-end, et notamment, tac, à la Formule 1. Avec le Grand Prix d'Autriche, et Russell, du coup, qui... Mbappé pas à son poste, donc moins bien. Arrêtons de le faire jouer dans l'axe. 2 dribbleurs centreurs sur les côtés, et Thuram en 9 à la finition. Bah, oui. Et en fait, au final, quasiment la même compo. Je l'ai laissé, je crois. Oui, quasiment la même compo que sur le premier match, avec la seule différence qu'on préférait avoir Thuram dans l'axe et Mbappé à gauche plutôt que l'inverse. Mais là où je te rejoins, Cantus, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une demande? Alors après, quand t'es sélectionneur, tu te dois d'imposer tes choix au bout d'un moment, mais est-ce qu'il n'y a pas une demande d'Mbappé de jouer dans l'axe, en fait, au final? Parce que on a quand même plus l'impression que voilà, quand Deschamps on arrive à mettre Thuram à gauche et Mbappé dans l'axe, alors qu'on sait que l'évidence ça serait plutôt l'inverse, c'est qu'il y a forcément une demande autre que celle de Deschamps, et surtout que j'ai l'impression que Mbappé dans l'axe nous flingue entre gros guillemets beaucoup d'actions, parce qu'il dézone beaucoup, et qu'au final, même s'il est censé être neuf, il termine la moitié de ses actions un peu côté gauche. Et du coup, c'est quand même régulièrement arrivé que il y avait des débordements ou de Dembélé ou de Barcola, ou slash la personne qui était à gauche. Et
et qu'au final il n'y avait personne dans l'axe. Ouais, mais comme tu dis, est-ce qu'il veut pas travailler le fait de jouer neuf pour l'année pro à Madrid, affaire à suivre? Ouais. Enfin, affaire à suivre. Je suis pas persuadé que l'Euro de foot soit le lieu pour travailler sa saison prochaine. Enfin, si c'est ça, vraiment, ça montrerait qu'il en a rien à faire de l'équipe de France. Je suis pas persuadé. Je pense juste qu'il s'imagine neuf, mais il n'est pas. Alors après, s'il y a vraiment une divergence au niveau du poste d'Mbappé au sein de l'équipe de France, c'est-à-dire que si Deschamps veut le faire jouer à gauche et qu'Mbappé ne veut pas jouer à gauche, le fait de faire une compo avec 2 attaquants, ça règle un peu la question. Parce que tu mets Thuram en vrai numéro 9 et Mbappé qui tourne autour. Ça peut tourner comme ça aussi. Donc à voir. À voir comment ça se passe, mais je pense vraiment que il doit y avoir une demande de la part de Mbappé de jouer neuf, je pense. Parce que sinon ça ferait longtemps qu'il serait reparti à gauche. Mais comme à Paris, hein. Comme à Paris. Paris, c'était pareil. Donc, Russell, qui a gagné le Grand Prix d'Autriche, qu'on pensait promis à Verstappen ou dans un second plan Norris. Et alors, ce qui est très marrant, bon, on va expliquer ce qui s'est passé quand même. Hein. Russell, n'importe quoi. Verstappen et Norris, sur la fin du Grand Prix, en fait, se sont retrouvés à la lutte pour la première place. Verstappen était premier et Norris, ça faisait plusieurs tours que Norris harcelait Verstappen. Et sur un dépassement, alors je pense qu'on l'a. Est-ce qu'on l'a le dépassement? Oui, on l'a. Oh là là. Il va y retourner, il va y... À la donne, de ce qu'on a l'air de dire, parce que voilà, pas un expert de Formule 1, mais ça a plutôt l'air, on va la repasser, ça a plutôt l'air Verstappen qui ne laisse pas la place à Norris, plutôt que l'inverse, puisque Norris tente un dépassement sur le côté, et en fait Verstappen va serrer sur l'extérieur du virage, alors que normalement il aurait dû rentrer à l'intérieur pour laisser la place à Norris de doubler s'il avait la vitesse en fait. Et c'est intéressant quand même parce que, alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que Russell en début de course, en début de week-end, Russell avait annoncé je vais laisser Verstappen et Norris s'expliquer et moi je serai derrière pour récupérer tout ça, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc bien senti de la part de Russell, qui était, on le voit, il était assez loin hein, au moment de l'accrochage, il était à 15 secondes derrière Verstappen et Norris. Alors c'est la photo de la course à cet instant-là. Il faut savoir une chose, c'est que Russell venait de rechausser les hards, donc en termes de rythme, normalement il devait remonter un petit peu sur Verstappen et Norris. Mais voilà. il aurait jamais bouché 15 secondes en 6 tours. Impossible. Et donc, du coup, Russell qui, opportuniste, en profite en tout cas pour gagner un Grand Prix, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2022. Mais voilà, c'est chose faite pour Russell. Je crois que si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde le résultat total. Tac. Voilà. Les deux abandons, profitent à Gasly qui rentre dans les points encore une fois avec Alpine. Alors là, pour le coup, course en demi-teinte de la part d'Alpine, qui aurait marqué 0 points s'il n'y avait pas eu ce double accrochage. Mais du coup, vu que Norris a dû abandonner, ça décale d'une place et Gasly du coup se retrouve 10ème et marque un point, là où son coéquipier Ocon n'a pas marqué de points et
Et voilà, je pense semaine à oublier pour la part pour en tout cas Alpine qui, je pense, espérait mieux au vu des dernières courses. C'est-à-dire que si on veut se positionner comme voiture numéro 4 du paddock, c'est les baloches. Comme d'hab, Verstappen toujours à la limite du raisonnable. Ouais, là c'est plus que la limite quand même, je trouve. Et bonjour, ouais, bonjour. Ouais, c'est plus que limite quand même. Je... C'est un très grand coureur, mais là je pense qu'en fait il a voulu montrer les muscles parce que ça fait plusieurs grands prix que Norris vient le chatouiller. Je pense qu'il y a une comment dire, il y a une espèce de rivalité qui se met en place et évidemment c'est toujours pareil dans ce genre de duel, il y a forcément, on va dire, un côté un peu populaire qui a envie que Norris vienne croquer Verstappen parce qu'on a envie d'avoir de la concurrence qu'on n'avait pas depuis un moment. Et, euh, et je pense qu'il a voulu montrer les muscles, tout simplement. Il a voulu dire que c'était lui le patron. Sauf que, et je pense, je vais même plus loin, je suis même, enfin, est-ce que vraiment il aurait préféré gagner, évidemment. Il aurait préféré remporter ce Grand Prix. Mais je pense que pour lui, c'est entre guillemets un petit dommage collatéral le fait d'avoir fini cinquième et de ne pas gagner ce Grand Prix. Parce que bah déjà, en fait, si on parle juste en termes de points, alors ok, il a été pénalisé, mais au final, lui, il finit cinquième et marque des points quand Norris en marque zéro. Donc au final, c'est rentable. C'est même limite plus rentable que s'il avait gagné avec Norris second. Donc d'un point de vue comptable, c'est plus intéressant. Et même, voilà, je pense que c'est pour rentrer un peu dans la tête de Norris, et que Norris, qui l'avait attaqué plusieurs fois et qui l'a dépassé sur plusieurs grands prix, et voilà, que Norris réfléchisse à deux fois avant d'essayer de le dépasser la prochaine fois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. 10 secondes, c'est ridicule. Je regarde pas assez souvent la Formule 1. J'ai l'impression que 10 secondes, euh, c'est euh, c'est un peu le truc entre guillemets standard, quoi. Alors, ça arrive d'avoir des 5 secondes de pénalité, mais on aurait pu s'attendre à une pénalité un petit peu plus grosse et lourde. Je pense surtout en fait que ils n'ont pas voulu, comment dire, ils n'ont pas voulu s'avancer en fait sur qui était le vrai fautif. C'est-à-dire qu'en gros, le fait que Norris abandonne, ils se sont dit, bon allez, vas-y, on va mettre 10 secondes de pénalité à Verstappen, comme ça les deux sont punis. Donc au final, les deux sont pas punis parce que qu'ils mettent 5 ou 10 secondes de pénalité, ça changeait rien au fait qu'il restait cinquième. Donc voilà. Ça après, c'est aussi des histoires de pression et de poids comment dire, de certaines écuries, je pense. Et que... salut Caray77. Salut Caray. Je pense que c'est toujours très compliqué de sanctionner de sanctionner Verstappen. Voilà, et que du coup, bon, voilà, on lui a mis une pénalité sans trop lui en mettre une en fait au final. C'est comme ça en tout cas que je vois le truc, parce en vrai je suis d'accord avec toi, Baloche, ça méritait plus quoi. Ça va, ça va, ça va. Bon réveil Caraï, bon réveil. T'as loupé le foot, hein. T'as loupé le foot. Tu ne louperas pas, hein, demain. On parlera de Portugal. Comment ils ont fait pour se qualifier ou pas en quart de finale. Donc quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on pouvait dire pour Verstappen et Norris. Oui, c'est ça que je voulais voir. Ça dépend du résultat de ce soir. Oui, bah oui, oui. Quoi, bah, faut supporter jusqu'au bout. Hein. Faut supporter jusqu'au bout, faut être présent même dans la défaite. Hein. Faut être présent même dans la défaite. Donc oui, qu'est-ce que je disais. Oui, une équipe par contre qui a surpris, et c'est As qui passe ses deux voitures dans le top 10. Là où normalement, c'est ça que je disais, là où normalement on aurait peut-être plus attendu Alpine à ces places-là. Donc voilà, quand on regarde le classement, c'est... quand on regarde le classement, c'est un petit peu...
une surprise de les voir là, mais on verra sur le prochain Grand Prix. Et je pense que la bataille entre guillemets pour la 5e voiture, derrière Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull, au final, on aurait pu croire en début de saison qu'il y aurait les Aston qui seraient présentes, mais c'est pas le cas. Les Racing Bulls, donc les secondes voitures de Red Bull, sont pas forcément tout le temps là. Donc il y a de la place pour Alpine ou Haas. On verra qui c'est qui remportera cette bataille. Voilà, ça se bastonne dans le chat. Ça se bastonne. Non mais t'inquiète, on en parlera bien du Portugal. Même s'ils perdent, on sera pas trop méchant. Après bon, je pense que quoi qu'il arrive, ça ira pas plus loin que les quarts de finale. Enfin, je me comprends. On verra ça. Bon, derrière, petit mot de volley. C'était pas prévu, mais il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est, le volleyball ? Il est là. Tac. On en avait parlé avant le week-end. La France qui jouait les phases finales de Ligue des Nations. Donc, c'est l'équivalent d'un championnat en fait qui est régulier entre les équipes nationales, avec plusieurs tours et plusieurs phases de poule. Et puis au final, il y a les quarts de finale, demi-finale et finale. La France qui faisait clairement pas office de favori. Les phases finales se jouaient en Pologne qui est une grosse équipe, qui était favori de ces phases finales. La France a battu l'Italie, grosse nation en quart de finale, a battu la Pologne samedi en demi-finale. Et du coup, ils jouaient le Japon, qui était une équipe peut-être un petit peu plus à leur portée en finale, et ils n'ont pas bégayé, ils ont gagné. Je crois qu'on a la balle de match. On a un peu plus que la balle de match même. Non, si, c'est la balle de match. Le mental, ça va aussi jouer au mental, bien sûr. Ce dernier point. Allez, Quentin Jouffroy. Je serais plutôt preneur d'un ace qui accroche la ligne, vous voyez. Point pour la médaille d'or. Quentin Jouffroy au service pour l'équipe de France. Oh, gros service. Allez, bloc à 3, black à 3. Oui, les Blancs. Donc voilà. Victoire de l'équipe de France. Ils sont ni bon ni mauvais. Super jeu de mots carré 7-7. On adore. Et pour le coup, ils sont ni bons ni mauvais, mais ils ont perdu. En tout cas, les Japonais. Pour ceux qui n'ont pas compris dans le chat, Nippon, c'est les habitants du Japon. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec la culture géographique. Je me comprends. Les Portugais, ils ont fait quoi dans cette Ligue des Nations ? En fait, ils sont arrivés en jonglant avec les pieds. Donc, ils sont pas allés très loin. Donc, ils n'avaient pas compris le principe du volleyball. Tommy n'est pas sur le chat. Tommy n'a pas installé Twitch, sachez-le. Donc tout ça pour revenir sur le volleyball. C'est de bon augure pour les Jeux Olympiques, en sachant que la France est championne du monde, championne olympique en titre. Donc ils ont leur titre à défendre. Que l'effectif a quand même un petit peu tourné comparé à ce qu'on a pu connaître il y a 4 ans. Donc du coup c'est plutôt de bon augure. Il y a eu un changement d'entraîneur, tout ça. Il y a encore quelques anciens, mais il y a beaucoup de nouveaux dans cette équipe. Donc ils font le plein de confiance juste avant les Jeux Olympiques. C'est plutôt très positif. On a fait combien de médailles il y a 4 ans ? Alors Caraï, sache-le, je ne suis pas allé vérifier combien on avait fait de médailles il y a 4 ans, je ne me souviens plus. Vu que c'est pas de suite, mais je peux te dire ça rapido. Nombre. La France avait fait 33 médailles, dont 10 en or, 10, 12 et 11. 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze.
Et la finale avant l'heure, c'était contre les Polonais. Il me semble qu'en Coupe d'Europe Club, les Polonais. Oui, alors là c'est la coupe. C'est Cantuche, là, c'est la Ligue des Nations. Enfin, comment dire, c'est les. C'est les nations, c'est pas les clubs. Donc voilà. Après, les Polonais sont toujours forts en volleyball. Donc après, les clubs polonais, je les maîtrise pas à fond. Je sais qu'il y a souvent les Italiens aussi qui vont loin en finale de l'équivalent de Ligue des Champions. Il y a probablement des Polonais. Après, quel club je suis pas allé jusque-là pour me renseigner là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, par contre, dès qu'on est sur les championnats du monde, championnats d'Europe, les Polonais, les Italiens sont toujours très très forts. Les Américains, c'est une nation qui monte aussi, donc à voir. Et les Français, évidemment. Les Français, même si c'est pas comme par exemple, c'est pas la même domination que ce qu'on a pu connaître par exemple en handball avec les experts où ils gagnaient tout. Mais voilà, les Français régulièrement quand même sont dans les top 4. Dans les top 4 dans les compétitions internationales en tout cas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le volley. Et alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont quitter le stream, mais c'est pas grave, on doit le faire. Il faut qu'on parle de vélo. Donc courage Baloche, courage, ça va bien se passer. Ne saigne pas du nez s'il te plaît. On va parler vélo. Moi non plus, je m'y connais pas fort, mais c'est solide. Oui, Brésil, Pologne, États-Unis, Slovénie, il y a du bon monde. Ouais, j'avais un doute, le Brésil, je me souviens plus. Je sais qu'ils sont très forts en. Comment ça s'appelle, en beach volley, mais je me souviens plus s'ils étaient forts en volley aussi. Donc, ouais. Non, mais rapidement, sur le cyclisme, on va pas faire un sujet aussi lourd et long que ce qu'on a pu faire samedi avec Matt. Mais globalement, 2 victoires françaises en 2 étapes. Ça, c'était plutôt inattendu, même si on est content. Avec deux histoires un petit peu différentes. Puisqu'on a eu samedi la victoire de Bardet qui du coup a pris le maillot jaune. Une fois je suis passé du plateau 2 au plateau 3. Triplé français aujourd'hui, non. Non, je ne pense pas, parce que au vu de l'étape, alors attendez, là vous me faites tout bouger. Au vu de l'étape que je vais retrouver rapidement. Tac. C'était quand Il était où le journal? Je pense que c'était là. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça grimpe un petit peu, il y a quand même des cols, mais normalement, ça doit finir, ça doit être une des étapes que Cavendish a dû cocher. Et ce qu'on disait avec Mathieu, c'est que clairement Cavendish, il est venu pour faire sa 35e victoire, et basta. Donc du coup, en spot... Hey! Qui c'est qui vient de ce sub? Christian, roi de la jungle. Yo! Bonjour Christian, roi de la jungle. Bienvenue à toi. Bon café. Cavendish les bananes. Alors non, pas Cavendish les bananes. Pas Cavendish les bananes, mais plutôt Cavendish le cycliste. Ouais, demain c'est l'Everest par contre. Non, mais du coup, en fait, je pense que encore plus que d'habitude quand il y a les étapes promises aux sprinters, là vraiment, Cavendish s'est vraiment pas dit qu'il arrive jusqu'à la fin de ce tour. Donc, je pense que la troisième étape et la 6e ont bien été cochées, et la 7e aussi, parce qu'après, ça va devenir quasiment impossible pour lui. Ça va devenir quasiment impossible. 3 étapes en Italie, ça a bien changé le tour. Alors, ça a bien changé le tour, oui et non, dans le sens où ça arrive régulièrement. Ils sont partis de Danemark, je crois, ils avaient fait aussi 3 étapes. En général, quand ils partent dans un autre pays, ils essaient de faire 3 étapes, c'est souvent le cas. Pourquoi il est malade, Cavendish? Non, il n'est pas malade, c'est juste que Cavendish, il est vieux,
et que déjà c'est un sprinter, donc de base un sprinter ça passe très très mal l'école, et que là c'est... En fait, les étapes qui sont vraiment promises aux sprinters purs et durs, il n'y en a pas 50, donc je pense qu'ils vont essayer d'en claquer une le plus vite possible, en fait, tout simplement. Je vois le truc un peu comme ça. Je dis pas que c'est Cavendish qui va gagner aujourd'hui, hein, je dis pas ça, je dis juste que son équipe va faire en sorte que ça arrive au sprint. Et après au sprint, c'est ce qu'on a dit samedi, ça sera du Philipsen, ça sera du Cavendish, ça sera du Groenewegen, avec une forte probabilité quand même pour Philipsen. Demandez à Baloche en tant que sprinter, il a du mal à passer le Tourmalet. Alors c'est pas le seul. Enfin on se comprend. Donc pour revenir sur ce qu'on disait en tout cas sur les 2 étapes d'hier, les 2 étapes du week-end, Bardet qui du coup clairement ça avait dû être coché par l'équipe de faire en sorte d'aller offrir. Déjà c'était une étape qui était à la comment dire, qui était gagnable pour Bardet, et ils ont mis tout ce qui était tout ce qui était possible en place pour le faire gagner. Toute son équipe qui s'est mis à la plaque pour qu'il gagne, ça l'a fait. Ça l'a fait pour lui, et du coup, ouais, on se comprend. Une chance de gagner une étape pour Stéphane Chatrier de la G2R. Alors, malheureusement, Stéphane Chatrier n'est pas chez la G2R. Malheureusement pour lui, emporté par, de ce que j'ai cru comprendre, problème ménisque, genou, j'ai pas encore tout compris, c'est assez flou là-dessus. Mais en tout cas, ouais. Emporté par sa faiblesse. Donc allez, je vais y arriver quand même sur ces deux étapes. Donc Bardet qui a pris le maillot jaune pour la première fois de sa carrière, et c'était un petit événement pour lui. Et malheureusement, il a dû le rendre aujourd'hui, hier, par rapport à l'étape où Pogačar a réussi à lui reprendre 15 secondes et à reprendre le maillot jaune. Mais surtout, ce qui était important hier, c'est aussi la victoire de Vauquelin. Et alors Vauquelin par contre, Vauquelin il a 22 ans, ce qu'on disait samedi, espoir français, sauf que les espoirs c'est bien beau, mais au bout d'un moment il faut concrétiser. Et lui en l'occurrence, dès la 2e étape, il montre en tout cas que les espoirs qui sont mis sur lui, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, il est parti en échappée. Échappé de 7 ou 8 coureurs, je me souviens plus exactement. Il passait en fait cette côte-là, j'ai oublié le nom de la côte, c'est pas grave. Mais en tout cas, là, cette côte-là qu'ils ont passé 2 fois d'affilée, et qui était alors courte, mais extrêmement pentue, vu qu'il y avait des pentes à plus de 15%. Donc c'est comme ça d'ailleurs que Pogačar a fait le trou sur le reste du peloton. On va en reparler. Mais du coup, il a été plus intelligent que son collègue français. Est-ce qu'ils en parlent de son collègue? Non, ils n'en parlent pas. Tchac. Non, ils n'en parlent pas. C'est pas grave. Qui a attaqué beaucoup plus tôt. Lui, il a eu l'intelligence en tout cas de rester planqué quasiment jusqu'à la fin pour poser une attaque décisive qui lui a permis de gagner seul cette étape. Et en tout cas, on est sur un profil... en tout cas, on verra ce que ça donnera dans les étapes de haute montagne et tout ça. Encore une fois, on va arrêter de s'enflammer dès qu'il y a un coureur français qui gagne une étape et qui est un petit peu jeune. Voilà. On n'est pas en train de dire que c'est le futur Bernard Hinault, loin de là. Simplement, il a montré qu'il était capable en tout cas de gagner des étapes, et ça, la science de la course, ça c'est pas donné à tout le monde. Et on verra ce que ça donne sur les étapes de très très haute montagne. En tout cas, il a montré que sur des bosses très pentues comme ça, il pouvait répondre présent. Donc c'est plutôt bien pour lui. C'est plutôt bien pour lui. Et ça fait plaisir aux Français aussi, 2 victoires sur 2. Mais aujourd'hui, à mon avis, hormis si Arnaud Démare nous surprend, mais j'ai du mal à y croire. Sinon, ça a l'air d'être promis en tout cas des sprinters.
et des sprinteurs, on va dire, voilà, plus efficaces qu'un Arnaud Démare ou un Brian Cocard. Donc en tout cas, si c'est un Français qui gagne demain, n'hésitez pas à venir me pourrir dans le chat. C'est Dieu qui donne, c'est moi qui régale. Donc voilà, et ça c'était au niveau des Français, et donc explication entre les favoris, et déjà Pogačar qui montre qu'il est pour l'instant un cran au-dessus des autres. Accélération de Pogačar, le seul qui a suivi c'est Vingegaard, les autres sont revenus au train parce que les deux se sont rassis, donc est-ce qu'ils se seraient envolés tous les deux s'ils avaient voulu ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, ils ont déjà marqué des points ces deux-là. Le seul qui a au final pas marqué de points justement, c'est Roglic, qui n'a pas été capable de suivre l'attaque sèche de Pogačar, et qui n'a pas été capable non plus de revenir entre guillemets au train comme Carapaz a pu le faire. Donc voilà, on a 4 personnes qui se sont vraiment démarquées. Pogačar d'abord, et puis dans un second temps on a Evenepoel, Vingegaard et Carapaz qui ont pu remonter sur Pogačar, mais plus en y allant au train. Donc on verra si ça se confirme sur les prochaines étapes, en sachant que voilà, Pogačar c'est sa spécialité, hein, il gagne des classiques et tout ça grâce à ça. Il est capable d'accélérer très vite, très fort sur une durée très courte, là où par exemple des Vingegaard ou des Carapaz construisent leur victoire sur des montées beaucoup plus longues. Donc on verra ce que ça donne sur des parcours un petit peu différents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le vélo. J'ai essayé d'être court et concis. Et maintenant, on va se parler d'athlétisme. Rapidement. Les problèmes des Français, c'est qu'ils gagnent les étapes à l'étranger. Dès qu'on arrive en France, plus de jus. Oui. Après, c'est surtout que dès qu'on arrive en France, c'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est surtout la compétition que tout le monde veut gagner. Il y a les plus grands. Et voilà. Et pour l'instant, on constate que... Alors, gagner les étapes, c'est une chose. Ouais, Renaud, ouais. Gagner les étapes, c'est une chose. Mais gagner le Tour de France, c'en est une autre. Et qu'actuellement, il y a des aliens qui font que c'est compliqué, quoi. Donc, athlétisme, ouais. Renaud, c'est fini. Voilà, il a tout fait, il a tout donné, il a tout essayé, il a fait je sais pas combien de meetings, et il a jamais pu faire les minima. Donc, info majeure, en tout cas au niveau athlétisme. Alors pas fin de carrière, il n'a pas annoncé sa fin de carrière, mais en tout cas pas de Jeux Olympiques pour Renaud Lavillenie. Il poussera pas jusqu'en 2028, donc il ira plus aux Jeux Olympiques. Il ne sera donc pas porte-drapeau. Mais ouais. Trop compliqué pour lui, trop compliqué, trop vieux, surtout. Et puis retour de blessure, quoi, et il n'a pas réussi à revenir à un niveau satisfaisant pour lui. Donc ouais, assez compliqué. Et c'est comme ça, après, un place aux jeunes. Surtout qu'en plus, on a vu au niveau des Jeux championnats d'Europe qu'il y avait des gens qui qui poussaient à la porte, notamment Thibaut Collet, qui a gagné les championnats de France. Donc voilà, il y a des nouveaux, quoi. Voilà, on a Thibaut Collet, la pépite qui arrive. Exactement. Thibaut Collet, fils de je sais plus qui Collet, qui était un perchiste français. Donc Thibaut Collet, qui, alors évidemment, hein, pareil, hein, c'est toujours dur de se retrouver dans des situations comme ça, puisque même si c'est une pépite, voilà, il arrive à une période où en face de lui, il va avoir Duplantis qui, bon, je sais pas, c'est quoi sur le nom de son Thibaut Collet. Athlète français, Philippe. C'est exactement ça, quand tu sais bien renseigné. Donc c'est ça, c'est Philippe Collet, son père. Qui est aussi, enfin ils sont deux, il a un coach et il a lui, enfin ils sont deux à le coacher en tout cas.
Quoi qu'il en soit, voilà, il arrive à un moment donné où Duplantis est pour l'instant intouchable, donc ça risque d'être compliqué pour la médaille d'or, pour les Jeux Olympiques, même si on n'est pas à l'abri qu'il se blesse, on n'est pas à l'abri qu'il se loupe, ça peut, c'est possible, mais en tout cas, surtout ce qui est important, c'est qu'il pourra jouer la médaille. Quoi qu'il arrive, on sent que derrière Duplantis, c'est très très ouvert. Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller chercher une médaille de bronze, une médaille d'argent ? En tout cas, il a fait la 3e performance mondiale de l'année. Ouais, faut s'y connaître quoi. When you know the perche. When you know the perche aussi. Hein, donc voilà. Pour la perche, il y a des Français qui tapent à la porte derrière. Pas de souci là-dessus. Du coup, on va parler quand même d'un truc qui s'est passé. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le 110 mètres haies. Alors, champion de France, Sacha Zoya. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais, ce qui était un petit peu plus étonnant, c'est ce qui s'est passé en demi-finale. Qui arrive avec des ambitions et peut-être un chrono de folie. Hein. Il a déjà fait des exploits. On va avancer un petit peu. Cette année, le vent est défavorable. L'an dernier, on s'en souvient. Hallucinant les chronos de Sacha Zoya en finale avec un... Alors Sacha Zoya, il est... là, c'est le 3e, il est là. Mais c'est pas sa tête qu'il va falloir regarder, c'est ce qui se passe au niveau de ses pieds sur le départ. Ça va très vite. 13,01 en finale, avec un plus 2,3 mètres par seconde. Chrono non homologué. Ouais. Ouh. Donc, je sais pas si vous voyez, il part, et en fait, il lève de suite la main, et en fait, on le reverra après, je sais pas comment ça s'appelle, là où ils mettent les pieds, là, les cales pour y mettre les pieds, au moment du départ, donc normalement, il y a une espèce d'impulsion qui est donnée, et le bordel, en fait, il s'est barré. Il est parti en arrière. Donc il a failli se casser la gueule. Du coup, normalement, quand c'est comme ça, on donne à redémarrer. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, normalement, là, c'est course à remettre. Sauf que l'arbitre, il dit rien. Et donc, du coup, il fait ça. Il est en demi-finale, il faut être dans les 2 premiers pour se qualifier. Oh là, il a demandé un rappel. Mais non, tout le monde est parti. Allez, à la baston, à la bagarre. Sacha Zoya en est capable. Il a pris du retard, mais il va revenir. Il va terminer deuxième. Incroyable. Voilà. Starting blocks. Ouais, merci. C'est hallucinant de partir 5 mètres derrière et déposer presque tout le monde sur 110 mètres. Exactement. Et après, je sais pas, je crois ils mettent le ralenti. Je sais pas s'ils le mettent le ralenti. Non ? Bon, ils mettent pas. Donc, qu'importe. Mais ouais, c'est abusé. Et donc après, pour l'histoire, il retourne voir les arbitres. Il leur explique que normalement, ils auraient dû remettre la course redémarrer la course. Et en fait, les arbitres lui ont expliqué, frérot, t'as fait 2e, t'es qualifié, qu'est-ce que tu veux, quoi. Donc voilà, et en finale, champion de France. Du coup, gros espoir, hein. Pour l'instant, alors si, il a fait une médaille au dernier championnat du monde, mais pour l'instant, pas de concrétisation, voilà. Pas de titre, en tout cas. Mais il faudra s'en méfier pour les Jeux Olympiques. Il y a du monde, et comme d'habitude, il y aura des Américains, il y aura un gros plateau, il y aura surtout, j'ai oublié son nom, il est d'Amérique du Sud, mais voilà, il y a des gens qui sont extrêmement solides en 110 mètres haies. Mais c'est une discipline qui reste toujours très ouverte parce que l'erreur technique peut arriver à tout moment. Voilà, n'importe qui peut toucher une haie et perdre du temps. Donc voilà. Sacha Zoya, faudra le suivre pareil au JO. Ça sera en tout cas quelqu'un qui doit au moins se hisser en finale. Au moins. Donc il y a eu Sacha Zoya. Et comme je disais tout à l'heure, Gabriel Tual qui devait, malgré avoir gagné les championnats d'Europe, il devait finir dans les 3 meilleurs temps du 800 mètres pour aller aux Jeux Olympiques. Bon, il s'est pas embêté, il a gagné. C'est plus simple, hein. C'est plus simple comme ça. Donc voilà. Donc Tual qui a validé son ticket. Maraval qui, pareil,
a fait une super perf au championnat d'Europe, qui a éclaté son record personnel, puisqu'elle était opposée à Shana Grebo, et les deux ont fait les minima, donc sur 400 mètres, et les deux ont fait les minima pour les Jeux Olympiques, et elle éclate son record personnel, puisqu'elle n'était jamais tombée en dessous des 54 secondes, et elle envoie un 53-71 en finale. Donc bravo aux deux. Et pareil, ça fait partie des nouvelles têtes qu'on connaît pas trop encore sur l'athlétisme français, mais qu'on attendra aussi de bien figurer aux Jeux Olympiques, parce qu'ils nous ont fait de super championnats d'Europe, donc on attend vraiment de gros Jeux Olympiques. Hop, Sacha Zoya en a parlé. Mélina Robert-Michon qui s'est qualifiée, mais qui n'est pas contente de sa marque. Donc la potentielle porte-drapeau, pour l'instant, n'est pas au niveau auquel elle attend d'être, mais elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et au 1500, je ne sais pas si là j'ai un visuel dessus, c'est pas grave, mais notre vice-champion d'Europe du 3000 mètres steeple, pardon, pas du 1500 mètres, même en courant 100, et Baloche et Caraï, ils font pas ce temps sur 400 mètres. Oui, ils le font pas sur 200 aussi, je pense. Donc, ouais, peut-être un manque de prépa physique, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc voilà, en tout cas, pour terminer sur l'athlétisme, voilà, des championnats de France d'athlétisme qui ont confirmé ce qu'on avait vu au championnat d'Europe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouveaux Français qui perfent, et ça fait plaisir. Tennis. Je sais qu'il y en a qui sont connaisseurs. When you know the ball jaune, hein, Cantuche. Normalement, là, c'est ton domaine de prédilection. Donc, tennis avec Wimbledon. Et alors, bon, l'équipe qui nous donne ses favoris sur Wimbledon, ils se sont pas trop mouillés. Ils se sont pas trop mouillés avec Djokovic, Alcaraz et Sinner. Oui, effectivement, ça va faire partie des gros favoris. Ce qui est plus intéressant, c'est si vous voulez des filons pour aujourd'hui, on t'écoute. On t'écoute, Cantuche, si on veut des filons, oui, on en veut. Mais attention, c'est enregistré. Hein, donc, si tu dis des fèves, ça sera ressorti, évidemment. Mais dis-nous. Là, j'ai le tableau, là. J'ai le tableau. En tout cas, Sinner, Djoko et Alcaraz, évidemment, font partie des favoris. On peut rajouter quelqu'un dont on va moins parler forcément. Il est où, Hurkacz? Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Hurkacz, à mon avis, peut faire quelque chose. Nagal sur le cousin de Rafa. Super. Non, mais Hurkacz. Salut, comment ça va? Waza, bonjour. Salut, comment ça va? Salut à toi. Salut à toi. T'arrives presque à la fin, mais c'est pas grave. Il nous reste un gros quart d'heure. Un très gros quart d'heure. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Hurkacz peut faire quelque chose. Allez, salut, comment ça va qui follow la chaîne, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser que Baloche et Caraï qui ont follow la chaîne pendant que j'étais pas en live, ils n'ont pas eu leur café. Alors c'est parti. Le café pour Baloche et le café pour Caraï, qui va arriver juste après. Hurkacz, gros service, frappe à plat, ça peut aller loin. Ouais, je suis d'accord. Et Cantuche qui avait oublié de follow la chaîne, qui le fait aussi, qui prend son petit café. Et merci. Et merci le S. Donc oui, je vais avancer sur Hurkacz. Ouais, Hurkacz, alors qui potentiellement pourrait jouer Arthur Fils au second tour, et il sera favori évidemment, mais Arthur Fils qui est capable de réaliser des exploits sur herbe, mais globalement, il a en plus, on va dire, une voie assez libérée jusqu'en 8e. Donc il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose en tout cas. Pareil dans les joueurs qu'il faudra suivre, cette partie de tableau là avec Félix Auger-Aliassime d'un côté et Deminor de l'autre, ça peut aller loin aussi, parce que
Félix Auger-Aliassime, on l'attendait en tout cas à plus haut niveau sur ces années. Stricker, c'est solide, attention, gros service avec sa patte gauche. On va aller regarder ça. Ouais, Stricker, le Suisse, ouais. Alors, je t'avoue que j'ai pas vu de match de lui. J'ai vu qu'il a perfé dans les tournois précédents, en tout cas sur herbe. Mais je pense que Fils, normalement, doit le battre, quand même. Je pense. Normalement, Fils doit gagner. Donc voilà. Après, si on regarde la partie de tableau de Djoko jusqu'en 8ème, c'est très ouvert pour lui. De toute manière, il va jouer un qualifié au premier tour et derrière il joue une wildcard ou un qualifié. Et encore derrière, c'est très ouvert parce que j'ai peur de dire une énorme fève. Mais normalement... Ah, il est où? Etcheverry. J'avais un doute, c'était Etcheverry ou Etcheverria. J'ai eu un doute. C'est plus un joueur de terre. Donc même son 8ème a l'air ouvert, quoi, pour Djoko. À mon avis, les choses sérieuses commenceront après. Selon moi. Non, c'est son 3ème tour. Et en 8ème, il va probablement jouer ou Khachanov ou Holger Rune. Khachanov qui est toujours imprévisible, mais qui est un peu en dedans en ce moment. Et voilà, et Etcheverry pur terrien. Derrière, c'est Khachanov ou Rune, qui sont pas forcément des spécialistes du... Enfin, en tout cas, Rune n'est pas forcément un spécialiste du gazon. Et Khachanov, un peu sur courant alternatif, donc toujours un peu d'interrogation, donc ça a l'air très 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 ouvert quand même. Ça a l'air très 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 ouvert jusqu'en 8ème, quoi, pour Djoko. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Cantuche, Fils en 5-7 et il arrive cramé, 2e match. Oui, voilà, c'est possiblement ce qui pourrait arriver. Donc c'est pour ça que je vois Hurkacz aller loin aussi, parce qu'en plus Hurkacz derrière il croise Zverev, et ça reste toujours solide Zverev, et il faut pas l'enterrer. Faut regarder ce qui s'est passé sur Roland, où il est arrivé jusqu'en finale et où il a fait douter jusqu'au bout. Donc à voir ce qu'il fera aussi sur herbe. Mais après là on fait un peu du tennis fiction parce que c'est très très loin. Mais même sur j'ai un doute. Ça donne quoi? Tac 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 tac. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Même sur un quart de finale, je vois pas Zverev. Forcément gagner contre Hurkacz. Enfin, en tout cas, ça sera très très accroché, quoi. Selon moi et ma non-connaissance du tennis. Et donc, au niveau des Français, si on regarde un petit peu, donc on a Arthur Fils qui est ici. On surveillera aussi, alors il y a Rinderknecht contre Nishikori. Il peut passer un tour derrière Fritz, c'est très solide ça pour le coup, par contre. Même sur herbe, donc faudra surveiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Français? L'Etienne contre Musetti. Toujours un exploit qui est faisable, mais normalement ça sera compliqué de passer. Peut-on voir le parcours de Humbert, le surf français qui peut aller le plus loin? Ouais, on va y aller, on remonte. Caso, ça sera compliqué. Contre Berg, c'est un cas qui vient du tableau des qualifications et qui sera déjà un petit peu fatigué, ça peut passer. Derrière Bublik, ça tape fort, donc c'est même pas sûr qu'il passe 2 tours. Donc à surveiller quand même. Et puis surtout, il est dans la partie de tableau de Paul qui sera chaud quoi qu'il arrive. Et on arrive sur Humbert qui normalement doit claquer au moins un 3e tour, et qu'il doit le passer son 3e tour
parce qu'il a une partie de tableau qui est assez... Si Zouberg ça gagne... Ok. Ok, c'est noté. Vous vous souviendrez de tout ce qui a été dit là. Berg ça gagne. Ok. Donc Humbert qui doit pousser au moins jusqu'au 3e tour. 3e tour, il joue Baise. Il doit passer aussi. Et après, ça croise. Alors, je me souviens plus comment ça croise. Attends, on va reprendre depuis le haut. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. C'est ça. Ça croise la partie d'Alcaraz après. C'est là qu'est l'os, quoi. C'est là qu'est l'os. C'est-à-dire que 8e de finale, ça croise Alcaraz. Donc, après, match de gala. Hein. Match de gala contre Alcaraz. On ne sait pas ce que ça peut donner. Hein. On ne sait pas ce que ça peut donner. Et alors après, si on continue sur les Français, est-ce qu'on en a loupé? Il y a un duel franco-français entre Muller et Gaston. Janvier, on en a parlé samedi, avec ses frasques et ses cris à la fin de chaque match. Joue le qualifié en tête de série numéro 32. Donc ça sera de suite pour lui un très gros match. On verra ce que ça donne. Et donc nos deux Français qui croiseront Medvedev probablement au second tour. Ça sera compliqué aussi pour eux. J'ai lu il y a match sur gazon versus Alcaraz. Oui, il y a match. Mais Alcaraz est quand même sur un run assez costaud actuellement. Donc... J'espère, mais toi qui as dû suivre un petit peu plus que moi, Humbert, il n'a pas fait non plus une super pré-saison, enfin sur herbe, je veux dire. Donc il n'arrive pas non plus avec le plein de confiance. C'est quasiment sa surface de prédilection, si je dis pas d'ânerie. En tout cas, les surfaces rapides, il est très très fort, Humbert dessus. Donc voilà, il pourra l'embêter. Est-ce qu'il est capable de gagner contre Alcaraz? Déjà, il faut qu'il y arrive. Mais après, est-ce qu'il est capable de gagner? J'attends que ça. Hein. J'attends que ça. Et ça serait incroyable pour lui. Et ça lui permettrait un petit peu de valider, sa place de numéro 1 français. Parce que il a un peu cette étiquette. Certes, il est le numéro 1 français. Mais il n'a pas fait ce gros match, ce gros exploit, quoi. Voilà, on est d'accord. Ouais, voilà. Il faut qu'il se mette en confiance. Et ça lui permettrait d'éclater aux yeux du public un petit peu plus large que ceux qui connaissent vraiment le tennis. Il a besoin de cette grosse victoire de ce match un peu référence pour vraiment lancer sa carrière, quoi. Ok, versus l'américain, d'accord. Ok, ben on verra ça. On verra ça demain. Et donc pour terminer le tableau des Français, autre duel franco-français entre Monfils et Mannarino. Et alors Mannarino qui est en totale dégringolade depuis même avant Roland Garros. Puis cette déclaration sur le fait qu'il voulait pas aller aux Jeux Olympiques parce que c'était pas une surface qui lui convenait et tout ça. Je sais pas, il s'est un peu perdu dans tous ces trucs là. Et puis de toute manière il a aussi l'âge qu'il a, hein, comme mon fils d'ailleurs. Hein. Ce sont quand même deux vieux de la vieille là qui s'affrontent. J'ai envie de dire avantage mon fils peut-être. Peut-être, hein, sur ce match-là. Et alors, ce qui est plutôt cool, c'est que derrière, il pourrait se jouer un match de gala contre potentiellement Wawrinka. Donc, ça serait plutôt marrant, là, duel de vieux au second tour. Et derrière, pour jouer, je sais pas, hein, parce que bon, Dimitrov revient bien après être tombé dans les tréfonds du classement. Il a fait une belle saison sur terre battue. J'ai pas trop vu ce qu'il a fait sur herbe. Donc potentiellement du Dimitrov au 3e tour ou du Lajovic. Ça peut être, ils peuvent se faire un petit run sympa jusqu'au second, 3e tour. Et si exploit 8e de finale, donc ça peut être sympa. Et après on arrive sur la partie de tableau de Sinner. Qui peut croiser Berrettini au second tour, ça peut faire un truc assez sympa. Dès le second tour, on peut avoir un gros match. Le fameux Nagal dont nous parlait Cantuche. Dimitrov solide,
Dimitrov solide, mais à voir. À voir. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le tennis. On en saura plus dès la fin du premier tour. On verra qui est en forme, qui est pas en forme. Et surtout, combien on met de Français, quoi. Combien on met de Français au... Déjà, est-ce qu'on met un Français en seconde semaine? Potentiellement un, avec Humbert. Potentiellement un, et allez, on va dire, sur ce qu'on a vu, on peut se dire au moins 3 ou 4 Français au troisième tour. Un Français sûr en huitième. Et 6 exploits, 2 Français en huitième de finale. 6 exploits. Moi, je dirais ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je vois ça. Pour moi, que Humbert, affaire à suivre. Ouais, comme tu dis, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et affaire, c'est bon. On a tout vu. On a pu tout passer en revue. Et ça, c'était pas gagné. Ça, c'était pas gagné du tout. Ouais, ça, je le garde pour demain. C'est un peu plus long à discuter. Mais c'était pas gagné du tout. Ok. Eh bien, écoutez, les potes, c'était sympa de faire ce live de lundi avec vous. On a essayé de parler un peu de tout. Ça fait plaisir d'avoir un peu de monde sur le chat. Moi, je vous dis à demain. Et demain, on aura des sujets, puisque on aura encore du foot à débriefer. La bise les copains, à demain en forme. À demain Baloche. Et en tout cas, voilà, on aura encore du foot, encore du cyclisme. Là, on va tourner autour des mêmes sports parce que forcément, il y a des compétitions qui vont durer sur 1 semaine ou 2 semaines. Mais c'est plutôt cool d'avoir beaucoup de sujets comme ça à discuter. Bonne journée à tous. Bonne journée à ceux qui travaillent, bonne journée à ceux qui ne travaillent pas. Et en tout cas, à demain 7h. Salut à tous. Et allez les Bleus, oui, allez les Bleus. Et allez la Slovénie. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça. Salut à tous.